Bonjour et bienvenue dans cette capsule où on va parler essentiellement de l'évolution historique de la géographie à travers le temps. Particulièrement important de comprendre cette évolution-là parce que c'est cette compréhension-là qui oriente les décideurs, entre autres, en ce début du 21e siècle pour agir sur le territoire. Donc avoir une perspective qui est un petit peu plus large des différences qu'on a au niveau de l'analyse territoriale. Vous êtes prêts? C'est parti! Géographie. Donc, qu'est-ce que la géographie? C'est assez simple. On doit se servir de l'étymologie du mot, donc son origine, pour comprendre ce que ça veut dire. Géographie, c'est une science qui est une science humaine, une science sociale. Donc, une science qui est au carrefour des sciences pures, entre autres sciences physiques, et des sciences sociales, sociologie, etc. Donc, au carrefour des deux, et bien sûr, son objet scientifique, l'objet scientifique de la géographie, c'est l'espace terrestre. Donc un espace qui est à différentes échelles, bien sûr, mais quand même un espace. Le monde, une ville, une rue, un quartier, un pays, etc. Donc, objet scientifique de la géographie, espace terrestre. Étymologie du mot géographie, donc on le sépare en deux, géo et graphie. Géo qui veut dire terre et graphe qui veut dire écriture. Donc l'écriture de la terre. Un thème en fait qui peut sembler un peu ambigu, hein, c'est l'épistémologie en fait, l'étude de l'histoire des méthodes et des principes des sciences, l'épistémologie qui va permettre en fait de définir de façon plus précise ce terme, parce que c'est un petit peu ambigu. Géo, graphe, écrire la terre, écrire comment, écrire quoi. Hein? Donc, passons à travers différentes époques historiques pour comprendre comment justement on écrit, comment on décrit, comment on connaît, comment on perçoit la planète. Donc, qui, bien sûr, à travers les époques, on a appris, si vous voulez, à découvrir la planète, à savoir comment elle était faite, parce que on n'a pas toujours su de quoi elle était constituée de façon précise. Donc, on commence, bien sûr, durant l'Antiquité, donc avec l'époque des grands philosophes. La géographie, à ce moment-là, est une discipline qui est une discipline descriptive, hein, qui repose en fait sur l'observation et sur l'exploration avec des grands philosophes comme Platon, par exemple. Donc, une discipline descriptive qui repose sur ce qu'on est capable d'observer à cette époque-là. Elle a bien sûr comme ambition de découvrir plusieurs choses. Donc, comme toutes les sciences, on cherche à découvrir quelque chose. On a comme ambition de découvrir, dans le cas de la géographie, la forme, la composition et le peuplement de la planète. C'est ce qu'on tente de découvrir durant l'Antiquité. Donc, fondé de d'autres sciences, aidé de d'autres sciences, dont, entre autres, l'astronomie et la géométrie. Géométrie dans le sens du calcul de la circonférence, entre autres, de la Terre. On aura l'occasion d'y revenir avec, par exemple, Ératosthène, qui donc a sorti des calculs sur la circonférence de la Terre. Donc, si on veut résumer un peu l'Antiquité, une certaine curiosité intellectuelle qui est un petit peu une ouverture, la naissance en fait de cette discipline-là, la naissance de la géographie comme telle. Bon, cette conférence de la Terre par Ératosthène, j'en ai déjà parlé. Donc, époque antique. Maintenant, seconde époque, on avance toujours dans le temps, Moyen-Âge. Donc, à la chute, grosso modo, de l'Empire romain en 476, la période du Moyen-Âge est particulièrement caractérisée par l'effacement de la pensée scientifique et la forte présence de l'Église. Donc, la période antique qui était la période précédente, on vient de dire que curiosité intellectuelle, ouverture scientifique. Dans le cas du Moyen-Âge, on y va un peu à l'inverse, on se referme. L'Église, en fait, critique beaucoup les sciences. Donc, Moyen-Âge 476, caractérisé par l'effacement de la pensée scientifique qui était présente pendant l'Antiquité et forte présence de l'Église, ce qui se manifeste d'une certaine façon par aussi une fermeture de certaines communautés locales, hein, très portées sur l'Église, qui sont refermées un petit peu plus sur elles-mêmes et qui limitent finalement la connaissance de l'autre. La connaissance, la diminution, si on veut, des échanges.
Durant le Moyen Âge, bien sûr, il y a eu pas toujours des périodes de fermeture, il y a aussi périodes d'ouverture. Vers le 8e siècle, les croisades, tout le monde connaît les croisades, permettent de redécouvrir plutôt les auteurs de l'Antiquité. Ça permet de connaître le monde arabe et sa science. C'est une espèce de désenclavage du monde, une réouverture du monde et une prise de conscience de son étendue, de ce monde-là et de sa diversité. Donc, début du Moyen-Âge, plus une fermeture. Hein, l'Église questionne la science. Avec les croisades, on réouvre un petit peu. On est à la fin du Moyen-Âge. Donc, ça nous donne un aperçu de la prochaine période, qui est la période aussi très ouverte, période où confrontation entre les tendances, période de la Renaissance. Hein, compétition, si on veut. L'Église questionne la science questionne l'Église et tout le monde se critique de part et d'autre. Période de la Renaissance où on a, comme je viens de le dire, Renaissance 1400-1600 environ, on note 3 tendances, dont la première est justement cette confrontation qu'on a, cette contestation mutuelle de l'Église et de la science. Donc, premier point, première tendance, je disais qu'il y en avait 3, contestation de la foi par la science. Hein? Ouais, et c'est le contraire donc à la Renaissance de la période précédente où c'était l'Église qui contestait la science. Ici à la Renaissance, c'est le contraire. Contestation de la foi, donc de l'Église, par la science. De quelle manière? Par exemple, 2 tentatives d'explication de la situation de la Terre dans l'univers qui s'opposent. Hein, vous allez voir qu'il y a un lien là, au niveau de la contestation de l'Église et de la science. Première tentative d'explication, on cherche à comprendre comment fonctionne la Terre dans l'univers, cette situation de la Terre dans l'univers. Les 2 tentatives d'explication qui s'opposent, c'est bien sûr le géocentrisme, entre autres développé par les théories de Ptolémée, un grec du 2e siècle. Hein? C'est celle d'ailleurs que va prôner l'Église. Géocentrisme, c'est que la Terre est au centre de l'univers. On le voit très bien ici à gauche. Première tentative d'explication qui est complètement opposée à celle des scientifiques, qui est celle de l'héliocentrisme, avec des scientifiques comme par exemple Copernic, Kepler, Galilée. Hein? Cette théorie fut bien sûr l'objet d'interdits religieux. Donc, géocentrisme, première tentative d'explication de la situation de la Terre dans l'univers, où la Terre est au centre, et donc ça c'est prôné par l'Église. Et l'héliocentrisme, à l'inverse, qui est celle prônée par les scientifiques, où la Terre est une planète comme les autres, et c'est le Soleil qui est au centre de l'univers, ou du système solaire si vous préférez. Hein? Première donc tendance d'explication de la situation de la Terre dans l'univers. C'est-à-dire pas première tendance, première tentative d'explication. C'était donc contestation de la foi par la science, avec 2 tentatives, géocentrisme et héliocentrisme, illustre la première tendance. Deuxième tendance, pendant la Renaissance, une tendance à découvrir ce qui est à l'extérieur de nous, découvrir un monde inconnu, dans le but ultime de faire du commerce. On a 4 monarchies à cette période-là, 1400-1600 de la Renaissance, où on cherche à aller vers l'extérieur, donc évidemment comprendre le monde qui nous entoure, un monde connu, mais aussi un monde inconnu. C'est la France, l'Espagne, l'Angleterre et le Portugal. Donc, une formation d'une bourgeoisie donc, qui gravite autour du commerce, donc qui cherche à faire, qui dit commerce dit échange avec l'extérieur. Donc, on cherche à aller à l'extérieur du monde connu pour faire des échanges. Je vous rappelle que cette question du commerce-là est un petit peu l'inverse ici à la Renaissance. Ouverture sur le commerce est un petit peu à l'inverse de celle qu'on a vue tantôt pendant la période du Moyen-Âge où je disais que les communautés locales étaient refermées sur elles-mêmes car une mainmise de l'Église, donc une diminution des échanges. Ici, dans la Renaissance, le commerce, les échanges sont favorisés. Donc ça, c'est la période de la Renaissance comme telle. 2 tentatives d'explication, géocentrisme, héliocentrisme, première tendance.
donc contestation de la foi et de la science. Deuxième tendance, formation de la bourgeoisie par le commerce. On retrouve 4 monarchies. Et finalement, donc des monarchies qui veulent commercer. Et finalement, exploration, c'est la troisième tendance. Exploration et colonisation, donc découverte. Il y a un lien avec le point précédent. Découverte de nouvelles routes commerciales, dont bien sûr les Amériques, qui ont une mesure, c'est-à-dire un impact sur la mesure de la planète. Alors, dans ce cas-ci, Magellan vient prouver les calculs que Ératosthène avait fait durant les périodes précédentes. La représentation cartographique aussi, avec les portulans, P-O-R-T-U-L-A-N-S, des cartes, donc des portulans, des cartes qui indiquent la position des ports, et les tracés des côtes. Hein, ça va devenir important parce qu'on veut faire de l'exploration et de la colonisation, donc il faut connaître, on veut s'en aller en bateau, on doit connaître les distances, on doit connaître un peu le dessin, si vous voulez, des différents continents, des différents territoires, connus ou inconnus, que l'on tente d'explorer. Donc, exploration et colonisation, découverte des nouvelles routes commerciales. Je répète, donc, durant la Renaissance, 3 tendances. Première, contestation de la foi par la science. Deuxième, formation de la bourgeoisie, donc commerce, on retrouve les 4 monarchies. Et troisième tendance, exploration et colonisation. Ça regroupe, si vous voulez, les 3 grandes étapes de la Renaissance par rapport à la géographie. Autre période, donc, suivante, 18e siècle, et c'est avec cette période-là qu'on va terminer cette capsule. Donc, 18e siècle, l'essor des sciences naturelles. Hein? On avance dans le temps, différentes sciences, physiques en particulier, vont prédominer. Donc, c'est ce qui caractérise les sciences naturelles le 18e siècle. Ce qu'on tente de comprendre par rapport à la planète, c'est qu'on veut comprendre l'origine de la Terre, des continents et des océans. Vous vous rappelez tantôt, ici au 18e siècle, on tente de comprendre l'origine de la Terre, hein, tandis que tantôt, pendant l'Antiquité, on cherchait plus à découvrir la forme, la composition et le peuplement de la planète. Donc ça évolue. Hein? C'est l'essor des sciences naturelles qui amène cette évolution-là. Essentiellement, par rapport à cette compréhension de l'origine de la Terre, 2 thèses vont s'opposer. Essentiellement, la thèse ce qu'on appelle le catastrophisme, la thèse où des montagnes, des vallées, etc. ont été créées lors d'un cataclysme qui est arrivé par rapport à une autre planète, donc c'est extérieur au monde planétaire, au monde terrien, si on veut. Donc catastrophisme, première thèse. Deuxième thèse qui est opposée à celle du catastrophisme est celle qu'on appelle l'uniformitarisme, donc rendre uniforme quoi? Les paysages, on l'a sur l'image de droite, les paysages sont, dans cette thèse-là, modelés par autre chose, mais qui vient, on avance un peu dans l'étude géographique, on est toujours en sciences physiques ici, dans l'essor de la géographie physique, c'est l'érosion différentielle qui modèle les paysages. Hein, ce n'est pas une catastrophe, une comète qui est rentrée en conflit, en contact avec la planète, etc., la planète Terre, qui crée les paysages, mais bien l'uniformitarisme, les paysages sont modelés par une érosion, éolien, le vent, érosion par l'eau, donc hydrique, etc. Donc vous voyez que c'est un petit peu différent. Bien sûr, on avance. On est rendu au 18e siècle.